Bien le bonjour et bienvenue à cette première capsule dans le cadre du cours SCT 4064. Aujourd'hui, on parle de l'atome et des éléments. En fait, c'est la première partie de cette capsule puisque comme il y avait beaucoup de choses dans le dossier 1, j'ai décidé de séparer cette capsule en deux parties. Donc commençons par regarder de quoi est faite l'atome. Au départ, je vais avoir mes protons. Mes protons, c'est des particules qui sont situées dans le noyau et qui vont avoir une charge positive. Mes protons vont me donner ma nature de mon atome, ce qui veut dire que si j'ai de l'oxygène, j'ai 8 protons. Si j'ai de l'azote, je vais avoir 7 protons. Mais je ne peux pas avoir de l'oxygène à 7 protons. C'est vraiment la propriété de l'azote d'avoir 7 protons. Évidemment, pour garder ces protons-là, donc des charges positives collées les uns sur les autres alors qu'ils veulent se repousser, eh bien, ça va prendre un élément qui va stabiliser le noyau, qu'on va appeler le neutron, qui va être évidemment situé aussi dans le noyau et qui va avoir une charge neutre. Et finalement, il va y avoir un troisième type de particules. Vous avez vu déjà dans le module d'électricité que quand on parle de particules, c'est pas exactement ça, mais dans le cadre de ce cours, on va les appeler des particules. Donc, qui est l'électron. En fait, l'électron va être situé sur des couches électroniques. Ça va être une charge négative qui va tourner autour de mon noyau. Mes éléments du tableau périodique se regroupent principalement en trois principales catégories. D'abord, j'ai les métaux. Ça, dans le fond, on en a déjà parlé à l'intérieur du module SCT 4061. Ça fait plusieurs fois que j'en parle, donc on va y aller quand même rondement. Donc, mes métaux, ce sont des bons conducteurs thermiques, bons conducteurs électriques. Ils vont avoir un bon éclat métallique. C'est des matériaux qui vont être malléables et ductiles, ce qui veut dire que je peux en faire des fils, je peux en faire des feuilles et je peux les plier sans les casser. Deuxième catégorie, c'est les non-métaux, qui est exactement le contraire. Donc, ce sont des mauvais conducteurs thermiques, mauvais conducteurs électriques. La grande majorité sont gazeux, mais lorsqu'ils sont solides, ce sont des matériaux qui vont être plus friables. Finalement, j'ai mes métalloïdes. Ce sont des éléments que je suis incapable de classer parce qu'ils ont les propriétés des métaux et des non-métaux. Donc, je vais les regrouper dans la catégorie métalloïdes. Chose intéressante à savoir, c'est que pour les fans de hockey, vous allez aimer ce petit élément. Si vous aimez Andrei Markov, vous vous souvenez de son numéro 79 points. Donc, c'est une façon de repérer où sont mes métalloïdes à l'intérieur de mon tableau périodique. Et donc, c'est des matériaux, c'est-à-dire qui vont être des éléments qui vont être de part et d'autre de ma ligne en forme d'escalier que vous trouvez à droite de mon tableau périodique. Maintenant, comprenons comment regrouper ces éléments-là. Donc, ces éléments-là vont être regroupés dans ce qu'on appelle le tableau périodique des éléments. Et pourquoi on appelle ce tableau-là périodique, en fait? C'est important de le comprendre. En fait, quand on parle d'un périodique, on parle de quoi? On parle, par exemple, d'une revue ou d'un journal qui va paraître périodiquement. Donc, qui va apparaître à un certain moment. Eh bien, c'est la même chose, par exemple, pour un calendrier, où on sait qu'à tous les semaines, je vais avoir un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi, un samedi et un dimanche. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le principe de période. Quand je vais placer mes éléments en ordre de masse, eh bien, je vais retrouver cette périodicité-là. Donc, je sais que les éléments vont avoir des propriétés chimiques qui vont revenir périodiquement. Et les éléments qui vont avoir les mêmes caractéristiques chimiques vont être regroupés sous une appellation. C'est ce qu'on va appeler les familles. Les familles sont donc situées à la verticale à l'intérieur du tableau périodique et on va en avoir quatre principales dont on va parler un petit peu plus. Ces quatre-là, c'est ceux qui sont situés aux extrémités. Donc, on a nos alcalins et nos alcalino-terreux qui sont en fait nos parfaits petits métaux. Donc, c'est des bons conducteurs thermiques, des bons conducteurs électriques. C'est des éléments qui vont être malléables, ductiles. C'est des éléments qui vont avoir un éclat métallique. Et étrangement, ce sont des métaux mous. Donc, les alcalins, on peut les couper au couteau, en fait. Par contre, c'est des éléments qui vont réagir avec l'eau. Et qui, plus on va descendre dans la famille, plus ils vont réagir avec l'eau.
De l'autre côté, on va avoir nos halogènes. Nos halogènes, ce sont des éléments qui sont bactéricides, toxiques, corrosifs. C'est des éléments qui donc vont être très, très, très réactifs. Et juste à côté, on a nos gaz inertes. Nos gaz inertes, nos gaz nobles, nos gaz rares, donc des appellations pour la même famille. J'aime beaucoup l'appellation inerte puisque ça dit qu'est-ce qu'ils sont. Ils sont inertes. Donc, autrement dit, ils ne réagissent pas. Ce sont des gaz qui, on peut les chauffer, on peut les combiner avec à peu près n'importe quels éléments. Il n'y aura pas de réaction. Dans l'autre sens, autrement dit, quand on parle de notre semaine, entre guillemets, donc un élément de chaque famille, on va parler des périodes. Que nous dit nos familles et nos périodes? Eh bien, ça va nous donner certaines informations sur l'élément de notre tableau périodique. Donc, l'élément qu'on a ici, si on parle du phosphore, eh bien, on sait qu'il est dans la troisième période, donc on sait qu'il va contenir 3 couches électroniques. Et la deuxième chose que je vais savoir, c'est qu'il est dans la cinquième famille, donc il va avoir 5 électrons sur la dernière couche électronique. On peut donc compléter la première couche à 2 électrons maximum et la deuxième couche à 8 électrons maximum. Si vous oubliez les 2 et les 8, ce que vous remarquez, c'est qu'au niveau de la première période, j'ai seulement 2 éléments, donc 2 électrons sur la première couche. Et au niveau de la deuxième période, j'ai 8 éléments, donc 8 électrons sur la deuxième couche. Et évidemment, je vais pouvoir par la suite aller placer ce que j'ai dans mon noyau. Donc, j'avais 15 protons. Et si je fais le nombre de masses moins le nombre de protons, je vais me retrouver à avoir 16 neutrons. Quand on parle de la notation de Lewis, à ce moment-là, je vais seulement repérer, donc je vais seulement identifier, je vais seulement mettre les électrons de la dernière couche électronique. Pourquoi on utilise la notation de Lewis? C'est qu'en fait, ce sont les électrons dits de valence, donc les électrons de la dernière couche électronique, qui vont être les électrons qui vont réagir à l'intérieur de ma réaction chimique. Donc, c'est pour ça qu'ils sont particulièrement importants et c'est pour ça qu'on les représente dans le modèle de Lewis. Évidemment, on ne les place pas n'importe comment. Donc, quand on va les placer, on va commencer par mettre un électron en haut, un électron en bas, un électron à droite, un électron à gauche. Et par la suite, je vais aller mettre mon cinquième électron pour compléter mes doublets. Maintenant, je vous ai dit qu'il y a certaines caractéristiques qui changeaient dans le cours d'une période et que ces périodes-là revenaient dans le fond, ces caractéristiques-là revenaient de façon périodique. Donc, si on étudie, par exemple, le rayon atomique à l'intérieur d'une période, on remarque que le rayon atomique va diminuer. La raison est très simple. En fait, ce qui attire les électrons, ce sont les protons. Et les protons se trouvent au centre de l'atome. Donc, ce qui arrive, c'est qu'évidemment, je vais avoir, par exemple, pour le lithium, j'ai 3 protons. Mais si je rajoute un autre proton, ben, je vais simplement tirer plus fort sur l'électron et donc l'électron va se rapprocher du noyau. Donc, c'est ce qui fait qu'au fur et à mesure que je vais avancer dans une période, bien, le rayon atomique va diminuer et l'électronégativité, qui correspond dans le fond à la force avec laquelle je vais tirer sur les électrons, eh bien, l'électronégativité va évidemment augmenter. Maintenant, on a vu au cours de la période comment ça fonctionne. Si on regarde maintenant au niveau de la famille, ce que je remarque, c'est que mon rayon atomique va augmenter au fur et à mesure que je vais descendre dans ma famille. C'est parfaitement logique, parce qu'en fait, si je rajoute une couche électronique, logiquement, je devrais avoir un rayon plus grand. L'électronégativité va évidemment diminuer parce que mon électron va être de plus en plus loin de mon noyau. Et donc, comme l'électron est de plus en plus loin, ben, la force avec laquelle je vais être capable d'attirer cet électron-là va être de plus en plus petite. Donc, si on regarde les différentes caractéristiques, je vous ai déjà parlé de l'électronégativité. Évidemment, au niveau de la réactivité chimique, c'est un peu différent parce qu'il y a deux choses que je vais devoir considérer. La première chose, c'est ce que je parlais, donc l'électronégativité, la force avec laquelle je vais tirer sur les électrons. Mais la deuxième chose, c'est de savoir est-ce que l'atome va tendre à attirer les électrons ou va tendre à céder son électron.
Donc, c'est ce qui fait que mes deux éléments du tableau périodique sont situés aux deux extrêmes. Autrement dit, au niveau de mes alcalins, c'est sûr que plus mon électron est loin, plus ça va être facile de le céder. Et mes alcalins veulent céder des électrons, comme tous les métaux. Donc, à ce moment-là, je sais que l'élément le plus réactif du tableau périodique au niveau des atomes qui veulent céder leurs électrons, eh bien, ça va être le francium qui est situé complètement en bas à gauche. De l'autre côté, si je parle du fluor, ben le fluor va être le plus réactif. Pourquoi? Parce que lui, ça y prend une électronégativité très très haute pour pouvoir attirer les électrons des autres atomes. Parce que lui ne tend pas à céder ses électrons, mais tend à gagner un électron, donc à arracher un électron d'un autre atome. Donc à ce moment-là, pour lui, ça y prend une électronégativité très très grande. Et donc, au niveau des halogènes, ça va être le fluor qui va être le plus réactif du tableau périodique. À noter que les éléments les plus lourds vont avoir tendance à être radioactifs. Donc, c'est généralement les éléments qu'on va trouver dans le bas du tableau périodique. Si je m'attarde maintenant à l'information que va me donner chacune de mes tuiles, eh bien, ce que je vais voir, c'est que je vais avoir premièrement le nombre de protons qui va m'être donné par le numéro atomique qui est situé en haut de la case. Je vais avoir mon nombre d'électrons avant ionisation, donc qui est donné par exactement le même chiffre en fait. Au niveau de l'ionisation, je vais avoir des échanges d'électrons, donc ce ne sera pas la même chose, mais ça, on va le voir un peu plus tard. Je vais pouvoir calculer mon nombre de neutrons. Mon nombre de neutrons, c'est mon nombre de masse, dans ce cas-ci 4, moins mon numéro atomique, dans ce cas-ci 2, ce qui va me donner un total de 2 neutrons. À noter deux petites choses. La première chose, c'est qu'au niveau du nom de mon atome, dans ce cas-ci l'hélium, la première lettre est en majuscule et la deuxième est en minuscule. Pourquoi on fait ça comme ça? En fait, c'est pour distinguer, par exemple, le monoxyde de carbone avec le cobalt. Le monoxyde de carbone est composé de carbone et d'oxygène, donc c'est deux lettres majuscules, alors que le cobalt est composé de cobalt, donc c'est CO le symbole, mais dans ce cas-ci, le O va être minuscule pour indiquer que ce n'est pas deux atomes, mais bien un seul atome de cobalt. L'autre information que je n'ai pas notée ici, mais qui est notée dans certains tableaux périodiques, c'est l'électronégativité. Autrement dit, la force avec laquelle je vais tirer sur mes électrons. Cette donnée-là est très importante, entre autres, pour être capable de faire la distinction entre les liens ioniques et les liens covalents, sujet qu'on va traiter dans les prochains chapitres. Si on fait le même principe au niveau du carbone, en fait, le carbone va avoir 6 protons, évidemment, et je vais avoir 6 électrons à cause de mon numéro atomique, évidemment, avant ionisation, encore une fois. Il va donc me rester mon nombre de neutrons à trouver, et donc je vais faire 12 moins 6. Mais là, il y a un point 0,1. Pourquoi il y a un point 0,1? En fait, l'idée, c'est que au niveau de mon nombre de protons, ça me donne la nature de mon atome. Au niveau de mon nombre d'électrons, ça me donne la réactivité de mon atome. Et si je regarde mon nombre de neutrons, lui peut changer. Et quand il va changer, donc qu'est-ce que ça va changer? En fait, la réalité, c'est que ça ne change pas grand-chose. L'atome est quand même un atome de carbone, il a le même nombre de protons, et il a la même réactivité chimique puisqu'il a le même nombre d'électrons aussi. Donc, qu'est-ce que ça va changer d'avoir un isotope du carbone? En fait, l'idée, c'est que je vais simplement avoir un atome qui est plus lourd. Dans certains cas, ça peut changer parce que je vais être radioactif, mais dans le cas du carbone 13, c'est pas le cas. Donc, comment on va faire pour calculer la masse atomique relative moyenne? En fait, c'est qu'on va utiliser, comme son nom l'indique, la moyenne des différents isotopes. Donc, je vais utiliser l'abondance relative qui correspond à, dans le fond, sur 100 atomes, j'ai combien de carbone 12 et sur 100 atomes, j'ai combien de carbone 13. Et avec ça, je vais être capable de calculer grâce à un calcul relativement simple. Donc, c'est la masse atomique multipliée par l'abondance relative. Et je le fais pour chacun des isotopes. C'est ce qui va me donner ma masse de 12,01 et c'est ce qui explique la décimale. Donc, j'ai pas 0,01 neutrons, c'est parce que j'ai une moyenne. Là, vous avez vu un autre atome qui est le carbone 14, que je n'ai pas considéré dans le calcul. Pourquoi? Bien, parce que les traces sont négligeables au niveau de la masse atomique. Par contre, c'est un atome qui est super important et qui n'est pas à négliger.
Pourquoi? Parce que c'est un atome qui est radioactif. Et je vous ai dit que les carbones à l'intérieur de votre corps, bien, votre corps réagit de la même façon, que ce soit un carbone 12, un carbone 13 ou un carbone 14. Donc, qu'est-ce que ça change qu'il soit radioactif? Bien, de un, ça change que vous êtes radioactif. Oui, oui, vous êtes radioactif. Bon, on s'entend, le carbone 14, c'est pas l'élément le plus radioactif au monde. Il y a un temps de demi-vie d'au-dessus de 5000 ans. Donc, c'est pas vraiment problématique. Donc, en quoi sa radioactivité est importante dans ce cas-là? Eh bien, c'est que présentement, vous respirez et présentement, vous mangez. Et présentement, vous évacuez du carbone dans votre environnement sous forme de dioxyde de carbone et d'autres choses dont je vais me passer les commentaires. Donc, tout ça émet du carbone dans votre environnement et vous permet d'avoir des échanges de carbone avec votre environnement, ce qui veut dire que votre quantité de carbone 14 est présentement relativement stable. Vient un temps où vous allez arrêter de respirer et vous allez arrêter de manger et vous allez arrêter aussi d'émettre du carbone dans l'atmosphère. Ce moment-là risque d'être relativement proche de votre mort parce que quand on ne mange pas et on ne respire pas, généralement, on ne survit pas longtemps. Donc, si votre corps est enseveli dans certaines circonstances, eh bien, le carbone qui compose votre structure va arrêter d'être stable, donc il va se mettre à diminuer. Et de cette façon-là, je vais être capable de déterminer, grâce au temps de demi-vie du carbone 14, je vais être capable de déterminer l'âge de votre mort. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes mort. Donc, c'est la façon qu'on va utiliser pour dater des squelettes qu'on va retrouver dans notre lithosphère. Donc, laissez-moi vous expliquer comment utiliser la demi-vie pour faire une datation. Évidemment, dans ce cas-ci, je n'utiliserai pas le carbone. Pourquoi? Ben, parce que l'iode a un temps de demi-vie de 8 jours, alors que le carbone a un temps de demi-vie de 5000 ans. Donc, c'est plus facile au niveau mathématique et c'est plus visuel pour vous. Mais ça serait la même chose pour le carbone. Donc, ici, comme je vous ai dit, j'ai un temps de demi-vie de 8 jours, ce qui veut dire que dans 8 jours, je vais avoir la moitié de la masse d'iode qui va être transformée en autre chose. Là, ce qui est important de comprendre, c'est pas que je perds de la masse, ok? Donc, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, ça marche encore. Mais ma quantité d'iode 131 va diminuer parce que lui va se désintégrer, ok? Donc, il va se transformer simplement en autre chose. Donc, dans 8 jours, je vais avoir 72 grammes. 144 divisé par 2. Donc, je sais que j'ai rajouté une demi-vie et que j'ai donc pu, dans le fond, diviser ma masse par 2. Dans une autre demi-vie, je n'aurais pas perdu 72 grammes. Il faut comprendre que la réaction va ralentir au fur et à mesure que le temps va avancer parce que je vais avoir moins d'isotopes radioactifs. Donc, à ce moment-là, dans une demi-vie, je vais encore une fois diviser par 2 et je peux faire ça à plusieurs reprises. Donc, après une demi-vie, donc je suis rendu à 16 jours depuis le début, eh bien, je sais que ma masse d'iode 131 est rendue de 36 grammes. Et etc. Je vais pouvoir faire ça autant que je le veux pour trouver la masse dont j'ai besoin ou pour trouver le temps dont j'ai besoin. Donc, c'est un calcul qui, avec un petit tableau comme ça, se fait très facilement et qui se comprend beaucoup plus facilement aussi. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est qu'à chaque demi-vie, à chaque fois que je rajoute une demi-vie, je vais diviser ma masse par 2. Oui, mais François, ça veut dire qu'il va toujours rester une masse? Ben oui! En fait, il va toujours rester une masse, il va toujours rester la moitié, la moitié, la moitié, la moitié. Maintenant, au niveau des deux types de réactions nucléaires qui peuvent se faire, au départ, on peut parler de la fusion nucléaire. La fusion, c'est quoi? C'est quand je prends deux petits atomes et que j'en forme un seul. Évidemment, je peux avoir des résidus, donc des protons, des neutrons qui vont être libérés par ça, mais grosso modo, c'est deux noyaux qui vont se fusionner de cette façon-là. Ça libère énormément d'énergie, vraiment, 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 vraiment beaucoup d'énergie. Et cette énergie-là, entre autres, c'est l'énergie libérée par le Soleil. Donc l'énergie, la lumière et la chaleur qui nous viennent du Soleil, c'est à cause de la fusion qui se fait au niveau du Soleil et donc qui libère cette énergie-là. La fission, c'est exactement le contraire. Donc, c'est quand j'ai un gros noyau qui va se briser en deux. Ça va libérer généralement de la radioactivité, donc des types de rayonnement alpha, bêta ou gamma dont on va parler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Ça libère beaucoup d'énergie, mais moins que la fusion.
Et c'est l'énergie qui est utilisée, entre autres, dans les centrales nucléaires et aussi dans la bombe A, donc dans la bombe atomique, comme celle qui a été jetée sur Hiroshima et Nagasaki à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La bombe H, qui n'a jamais été jetée, dans le fond, qui n'a jamais explosé dans le cadre d'une guerre. Il y a eu des essais, par exemple, de bombes H qui ont été faits, entre autres, par les États-Unis. Mais au niveau de la bombe H, la bombe à hydrogène, elle utilise la fusion. Ça va donc en faire une bombe énormément plus puissante. Je vous ai parlé des types de rayonnement émis dans le cadre d'une fission, mais regardons-les plus en détail. Les trois types de rayonnement sont d'abord le rayonnement alpha, qui va être positif. En fait, c'est un noyau d'hélium, donc 2 protons et 2 neutrons. C'est important de le considérer parce qu'un petit peu plus tard, je vais vous parler comment déduire les éléments qui sont émis lors d'une fission nucléaire. Donc, c'est un noyau d'hélium, c'est un noyau qui est assez gros. Donc, étant assez gros, il est très peu pénétrant. Donc, je peux l'arrêter avec une feuille de papier ou avec la peau. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il fait pas mal. Okay? Donc, c'est un rayon qui est extrêmement ionisant. Donc, c'est un rayonnement qui est quand même très dangereux. Comme il est positif, il va être dévié vers la borne négative d'un champ électrique. C'est ce qui fait que je vais être dévié de cette façon-là. Au niveau de mon rayonnement bêta, c'est un flux d'électrons, en fait. Donc, c'est un rayonnement qui va être négatif. C'est un rayonnement qui est plus pénétrant que l'alpha, mais moins que le gamma. Donc, je vais être capable de l'arrêter avec une main ou avec une planche de bois. Encore une fois, j'ai un rayonnement qui est ionisant. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dangereux, le fait qu'il soit peu pénétrant. Mais ça reste que je peux l'arrêter assez facilement. Finalement, j'ai un troisième type de rayonnement qui est le rayonnement gamma. Quand on parle du rayonnement gamma, ce n'est pas une particule, c'est un rayonnement qu'on appelle ondulatoire. Autrement dit, c'est de l'énergie. De l'énergie qui va être capable de traverser à peu près toute. Donc, ça me prend vraiment un bon mur de béton ou une bonne épaisseur de plomb pour être capable d'arrêter mon rayonnement gamma. Donc, comment on fait pour déduire quel élément va être issu d'une désintégration? Eh bien, ici, si je vous dis que j'ai une désintégration alpha, évidemment, je vous demanderai pas là, de déduire toutes les réactions nucléaires qui existent au monde. Je pense pas que ce soit réaliste. Par contre, ici, je pourrais vous dire très facilement que l'uranium 238 se désintègre avec une désintégration alpha, ce qui veut dire qu'il va émettre un rayonnement alpha. Donc, si j'émets un rayonnement alpha, je vous ai dit tantôt que c'était un noyau d'hélium, donc ça va être 2 protons qui vont être émis. Si j'avais 92 protons et que j'en perds 2, il m'en reste combien? Ben, il m'en reste 90. Et là, je peux aller voir sur mon tableau périodique quel élément a 90 protons et je vais me rendre compte que c'est le thorium. Donc, je suis capable de déduire que c'est du thorium qui va être émis par la désintégration de l'uranium 238. Maintenant, il me reste à déterminer mon nombre de masses. Au niveau de mon nombre de masses, je sais que j'ai perdu 4 masses en ayant perdu 2 protons et 2 neutrons au niveau de mon rayonnement alpha. Donc, si j'avais 238 masses et que j'en ai perdu 4, ben, il m'en reste 234. Donc, je suis capable de déduire que c'est du thorium 234 qui va être émis, donc qui va être le résidu de cette désintégration alpha. Si on parle maintenant d'une fusion nucléaire, donc je vais utiliser un noyau d'hélium qui va se fusionner avec un noyau d'azote. Évidemment, j'ai encore le principe du rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Par contre, dans ce cas-ci, je sais que il va y avoir un résidu qui va être émis, un résidu dans le fond qui est un noyau d'hydrogène. Donc à ce moment-là, je vais devoir déduire en faisant le calcul pour trouver quel va être le nombre de masses. Donc, je vais commencer au niveau des protons. Au niveau des protons, j'avais 2 protons au niveau de l'hélium et 7 protons au niveau de l'azote, ce qui me donne un total de 9 protons. Je dois avoir 9 protons de l'autre côté aussi. Mon noyau d'hydrogène a un seul proton. Il me reste donc 8 protons à placer. Et donc, mon atome qui va être issu de cette fusion-là, va être un atome qui possède 8 protons. Et l'atome qui possède 8 protons au niveau de mon tableau périodique, c'est quoi? C'est l'oxygène.
Il me reste à calculer mon nombre de masse. Mon nombre de masse va être un petit peu plus difficile à calculer. Donc, il faut faire attention. Ici, je dois considérer au niveau de mon nombre de masse mes protons et mes neutrons. C'est la raison pourquoi ici, j'ai détaillé mon nombre de protons et mon nombre de neutrons en dessous de chacune de mes cases. Ça devient plus facile à ce moment-là de déduire quelle va être la quantité de nombre de masse. J'avais donc 2 protons et 2 neutrons au niveau de mon hélium, 7 protons et 7 neutrons au niveau de mon azote, et j'ai un proton au niveau de mon hydrogène. Donc, si je regarde au niveau de mes neutrons, mes 9 neutrons qui se retrouvaient dans mes réactifs vont tous se retrouver dans le même élément. Donc, c'est ce qui fait que j'ai 9 neutrons au niveau de mon oxygène. Bien, si j'ai 9 neutrons et 8 protons, pour calculer mon nombre de masse, je vais les additionner ensemble, ce qui va me donner un total de 17. Donc, l'isotope qui va être issu de cette fusion-là, c'est de l'oxygène 17. C'est ce qui met fin à cette vidéo sur le chapitre 1. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des petits pouces en haut. Donc, vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.